Mon oncle, infâme bricoleur, faisait en amateur des bombes atomiques. Sans avoir jamais rien appris, c'était un vrai génie, question travaux pratiques. Il s'enfermait toute la journée au fond de son atelier pour faire ses expériences. Et le soir il rentrait chez nous et nous mettait en transe en nous racontant tout. Pour fabriquer une bombe, mes enfants, croyez-moi, c'est vraiment de la tarte. La question du détonateur se résout en un quart d'heure, c'est de celle qu'on écarte. En ce qui concerne la bombage, c'est pas beaucoup plus vache, mais une chose me tourmente, c'est que celle de ma fabrication n'ont qu'un rayon d'action de 3,50 mètres. Il y a quelque chose qui cloche là-dedans, j'y retourne immédiatement. Il a bossé pendant des jours, tâchant avec amour d'améliorer le modèle. Quand il déjeunait avec nous, il dévorait d'un coup sa soupe au vermicelle. On voyait à son air féroce qu'il tombait sur un os, mais on n'osait rien dire. Et puis un soir pendant le repas, voilà tonton qui soupire et qui s'écrie comme ça: à mesure que je deviens vieux, je m'en aperçois mieux, j'ai le cerveau qui flanche. Soyons sérieux, disons le mot, c'est même plus un cerveau, c'est comme de la sauce blanche. Voilà des mois et des années que j'essaye d'augmenter la portée de ma bombe, et je ne me suis pas rendu compte que la seule chose qui compte, c'est l'endroit où ce qu'elle tombe. Il y a quelque chose qui cloche là-dedans, j'y retourne immédiatement. Sachant proche le résultat, tous les grands chefs d'État lui ont rendu visite. Il les reçut et s'excusa de ce que sa cagna était aussi petite. Mais sitôt qu'ils sont tous entrés, il les a enfermés en disant: soyez sages. Et quand la bombe a explosé, de tous ces personnages, il n'est plus rien resté. Quand on devant ce résultat ne se dégonfla pas et joua les andouilles, au tribunal on l'a traîné et devant les jurés le voilà qui bafouille. Messieurs, c'est un hasard affreux, mais je jure devant Dieu qu'en mon âme et conscience, en détruisant tous ces tordus, je suis bien convaincu d'avoir servi la France. On était dans l'embarras, alors on le condamna et puis on l'amnistia. Et le pays reconnaissant l'élut immédiatement chef du gouvernement. Bonjour à toutes les auditrices et tous les auditeurs de Civis Pacem, l'émission de l'Union pacifiste sur Radio Libertaire. Alors aujourd'hui, nous allons aborder un thème intéressant pour les pacifistes, c'est le thème des déserteurs, des soldats déserteurs ou même ceux qui ne veulent pas faire le service militaire. Alors, nous sommes en compagnie aujourd'hui de Pierre et d'Eugène. Alors, bonjour. Je ne sais pas si Pierre est déjà venu dans l'émission Civis Pacem, sinon il va se présenter, et puis après Eugène aussi dira un petit mot. Alors, nous écoutons Pierre. Bonjour, donc Pierre de l'initiative Olga Taratuta. Effectivement, on avait déjà fait une interview avec toi avant les vacances. L'initiative Olga Taratuta, c'est une initiative de solidarité avec les insoumis, les déserteurs russes, ukrainiens, bélarusses. Donc, merci de nous donner cette opportunité pour faire un peu le point sur la situation des déserteurs de cette région du monde. Voilà, et puis on redira peut-être un mot justement sur Olga Taratuta, parce que, même si beaucoup de monde la connaît dans le milieu, si on peut dire, c'est toujours bon un peu de rappeler, parce que nous avons peut-être des auditrices ou des auditeurs qui sont plus jeunes et à qui on est... Alors, je vais donner la parole maintenant à Eugène. Eh bien, Eugène, membre aussi d'Olga Taratuta, voilà, compagnon avec Pierre, rien de plus à ajouter, quoi. Voilà. Mais Eugène, qu'est-ce qui te fait que tu t'intéresses justement à cette association ? Ah, mais moi je suis pacifiste depuis... déjà, j'ai pas fait l'armée, donc j'ai eu la présence d'esprit, on dira, de provoquer un accident de moto avant de partir à l'armée. C'est dangereux, ça ? Ouais, mais à l'époque, on n'avait pas trop le choix. C'était où on faisait les 3 jours. Donc j'ai fait mes 3 jours. Mes 3 jours, j'ai pas réussi à me faire réformer. Pourtant, j'avais mis la dose. Et pour me punir, j'ai fait 1 journée et demie de trou pendant mes 3 jours. Donc, sachant que j'allais partir à l'armée de toute manière et que, en plus de ça, j'allais sûrement aller en forêt noire, ce qui a été le cas. En plus, il m'avait envoyé à l'école des sous-off. Donc, avec l'accident de moto, je me suis plaint de migraine. On m'a fait passer une radio, on a vu un traumatisme crânien, et là, ils m'ont réformé. Bon, eh bien, c'est très bien. Un peu radical, quand même. Hein. Un peu radical, ouais, mais il n'y avait pas le choix.
Alors, Pierre, rappelons un peu cette association et puis aussi, en 2 mots, qui était Olga Taratuta pour ceux qui, par hasard, l'auraient oublié. Alors, c'est une association qu'on a créée le 22 février 2022, c'est-à-dire le jour même de l'invasion de l'Ukraine par les troupes de la Fédération de Russie. En fait, on est des militants anarchistes, anarcho-syndicalistes. On était déjà en lien avec des compagnons en Russie et en Ukraine. Et une semaine avant la guerre, déjà, les compagnons ukrainiens nous avaient dit « Tiens, c'est bizarre, tous les bourgeois ukrainiens ont mis leur famille à l'étranger. » Donc, c'est-à-dire qu'une semaine avant, déjà, on sentait que la guerre allait arriver, puisque, voilà, on avait traduit leur texte, on l'a mis sur le site de la CNT-AIT. Moi, je trouve que je suis militant de la CNT-AIT. Et puis, donc, le jour où il y a eu la guerre, pour nous, c'était une évidence qu'il fallait faire quelque chose en solidarité avec les déserteurs, qu'ils soient ukrainiens, qu'ils soient russes. Parce que la meilleure façon d'arrêter une guerre, c'est quand il n'y a plus de soldats qui se battent. Et pour nous, il était hors de question de prendre un camp pour l'un ou pour l'autre. On pense que Poutine est un dictateur. On pense que Zelensky est quelqu'un aussi pareil. Alors, c'est peut-être pas un dictateur au sens de Poutine, mais c'est quand même quelqu'un qui a des intérêts financiers pour le capital, etc. Donc voilà, il n'y a pas d'émancipation à attendre ni des uns ni des autres. Et dans les 2 cas, c'est les peuples qui souffrent, que ce soit les Ukrainiens qui se prennent les bombes sur la gueule, ou que ce soit les jeunes Russes qui sont envoyés se faire tuer au hachoir à viande. Donc on a spontanément pris cette initiative qui s'est petit à petit structurée, même si c'est pas une association déclarée en tant que telle, mais on est quand même un peu plus structuré qu'avant. Et puis il fallait trouver un nom. Donc on a pris comme nom celui de Olga Taratuta, qui était une militante d'origine juive, d'origine ukrainienne, qui a été active avant le tsarisme, qui a été en prison sous l'époque tsariste, qui a été très active pendant la Révolution russe, qui a été très active pendant la Makhnovtchina. Elle avait été chargée par Makhno et les insurgés ukrainiens de créer un fonds de secours aux prisonniers politiques qui s'appelait la Croix-Noire anarchiste. Et donc elle a été envoyée à Moscou pour venir en secours aux anarchistes emprisonnés par les bolcheviks. Ça n'a pas plu aux bolcheviks, elle a été en tôle. Donc elle a connu les prisons tsaristes, elle a connu les prisons bolcheviques, et elle a fini sa vie tuée pendant les purges staliniennes dans les années 37-38. Voilà, donc ça nous semblait une figure assez intéressante pour montrer qu'il y a des gens qui, même dans l'adversité, se battent et n'abandonnent pas les idéaux. Voilà. Oui, j'avais noté effectivement, Olga Taratuta est condamnée à mort et exécutée le 8 février 1938. Ah, tout à fait. Donc c'est très bien d'avoir choisi ce nom parce que c'est très représentatif actuellement de ce qui se passe là-bas. Exactement. Alors, on va parler justement des déserteurs, de tous les déserteurs, mais on va peut-être commencer par les Russes. Alors, comme j'ai une petite entretien, ce sont des extraits des informations que nous recevons. Ça nous permettra d'embrayer là-dessus. Alors, je vais demander à Frédéric, là, il va nous envoyer le premier enregistrement. Il marche dans les rues de Paris, un homme libre. Andrei, 32 ans, est russe. Il refuse de servir dans l'armée de son pays pour combattre en Ukraine. Ils m'ont mobilisé de force pour faire la guerre contre ma volonté. Ils ont dit que si je ne voulais pas être mobilisé, j'encourrais une responsabilité pénale et je finirais en prison ou je finirais à la guerre. Ouvrier du BTP en Sibérie, c'est son patron qui lui apprend sa mobilisation en même temps que son licenciement. Une centaine de collègues subissent le même sort. Dès le lendemain, tous sont envoyés dans un centre d'entraînement. Andrei parvient à s'échapper au bout de 5 jours par une fenêtre. S'ensuit un long périple pour rejoindre le Kazakhstan, l'un des rares pays où des citoyens russes peuvent se rendre avec un passeport intérieur, l'équivalent d'une carte d'identité et généralement le seul document dont les militaires disposent. Je veux dire aux soldats russes que même si vous désertez, il y aura aussi beaucoup de problèmes, beaucoup de complications. La peur d'être arrêté, puis livré aux autorités russes. Alexandre connaît aussi. Il a rencontré Andrei au Kazakhstan via une ONG locale. Au moment de l'invasion de l'Ukraine, le 24 février 2022, il est lieutenant dans l'armée russe. Fin janvier 2022, on nous a dit que nous allions faire des exercices militaires en Crimée. J'ai essayé de refuser d'y participer, mais quand j'ai amené le rapport indiquant mon refus à mon commandant, il a simplement dessiné des organes génitaux dessus, et il m'a dit que je devais y aller. Point.
Rapidement, son unité passe la frontière ukrainienne dans la péninsule annexée en 2014, sans aucune explication. Lors des 6 mois qui suivent, l'officier des transmissions installe réseaux de communication et autres stations relais, parfois sur la ligne de front, mais sans jamais combattre. En permission l'été, Alexandre demande à quitter l'armée. Non seulement c'est impossible, mais le 21 septembre, Vladimir Poutine décrète la mobilisation de 300 000 réservistes. Alors il choisit l'exil et encourage tous les objecteurs de conscience comme lui à faire de même. Moins il y a de gens au front, plus vite la guerre se terminera. Peut-être que grâce à mon exemple, quelqu'un sera inspiré et voudra quitter l'armée. Parce que je connais la situation de l'intérieur. Et je sais que beaucoup de gens ne veulent pas participer à cette guerre. C'est une guerre insensée. Alexandre vit aujourd'hui à Caen avec sa femme. Lui et Andrei font partie des 6 déserteurs russes accueillis par la France après des mois de plaidoyer et la vérification de leurs récits par plusieurs ONG, dont Russie Liberté à Paris. Ils sont environ 500 objecteurs de conscience au Kazakhstan et en Arménie. Des milliers d'autres se cacheraient en Russie. Avec Boris Loumagne, vous avez pu rencontrer 2 de ces déserteurs désormais réfugiés. Leur parole est très rare. Avec déjà les mots de celui que nous appellerons Vlad. Il est arrivé sur le sol français il y a 1 an et demi. Il a enfin obtenu l'asile en janvier. Visage fermé, regard méfiant. 53 ans. Celui qui était ouvrier quelque part au nord, il vit quelque part maintenant au nord de Paris. Sa voix est modifiée de son passé en Russie. Il n'en raconte que les contours. Peu à peu, je commence une nouvelle vie. Ici, je n'ai pas l'impression d'être un déserteur. Vous savez, j'ai fait mon service militaire avec des Ukrainiens. Ils sont considérés comme des ennemis. Pour moi, c'est impossible. J'ai toujours été contre la guerre. Désormais, je veux rester en France, je veux m'y intégrer et y vivre. 25 février 2022, au lendemain du début de l'invasion en Ukraine, Vlad raconte être placé en détention pour s'être publiquement opposé aux opérations militaires. Prisonnier politique, il est libéré 6 mois plus tard, aussitôt convoqué, mobilisé pour aller au front. Je suis contre la politique menée par Poutine. C'est pour ça que je suis un des premiers à avoir reçu une convocation militaire. J'ai quitté la Russie tout de suite après ça. Je ne pourrai plus retourner dans mon pays, car maintenant, ce n'est plus la Russie, c'est un asile de fous. Vlad a coupé les ponts avec ses proches. Son quotidien en France, il le partage entre la salle de sport, l'apprentissage du français, des activités bénévoles dans l'attente de pouvoir trouver un travail. Même loin des autorités russes, l'homme a su recevoir d'étranges coups de fil. Je ne suis pas aussi important que Navalny. Je ne pense pas que les services spéciaux s'intéressent à moi. Mais bon, je reçois des appels en russe provenant de différents numéros inconnus. Je ne sais pas qui c'est, alors je coupe les appels. Et son fils est en ce moment bloqué en Géorgie. Il espère pouvoir le faire venir au plus vite en France. Et William, Moscou fait pression sur les familles de déserteurs restés en Russie. C'est ce qui arrive à l'entourage du 2e homme que nous avons rencontré. Il s'appelle Sacha. Le jeune homme de 23 ans se trouve désormais sur la Côte d'Azur. À l'hiver 2022, on m'a convoqué devant le commissariat militaire de ma ville et on m'a menacé en me disant que si je n'étais pas volontaire pour aller en Ukraine, eh bien, on m'y obligerait. En Russie, ses parents, son frère subissent des intimidations quotidiennes. Ma mère a été licenciée de son travail. Son supérieur lui a dit « Tu es la mère d'un déserteur et des employés comme toi, on n'en a pas besoin. » Ensuite, on a menacé mon petit frère en lui disant que dès qu'il aura 18 ans, il faudra qu'il se prépare à entrer dans l'armée. Quant à mon père, il a reçu des menaces du commissariat militaire. On lui a dit « Si ton fils ne revient pas, c'est toi qui vas y aller à sa place. » Le jeune homme vit seul en France. Il parvient à travailler de temps à autre. Et ces déserteurs, William, doivent montrer patte blanche pour être accueillis en France. Oui, il leur faut prouver qu'ils ont bien été appelés au front. Convocation à l'appui, sinon leur dossier est refusé. Maître Sylvain Saligari a défendu plusieurs de ces déserteurs devant des administrations qui leur réclament beaucoup de preuves. C'est-à-dire qu'ils recherchent systématiquement, en quelque sorte, la petite bête pour rejeter le dossier. On a quand même des requérants qui sont des fois, bien souvent, désespérés,
face à une administration, encore une fois, qui est bien trop tatillonne. Et d'ailleurs, je crois que les chiffres le démontrent, puisqu'il semblerait quand même que par rapport à la demande, peu de personnes aient obtenu une protection en définitif. Effectivement, Nicolas, moins de la moitié de ces demandeurs d'asile, pas comme les autres, obtiennent leur statut de réfugié. Les autres sont sans protection après leur désertion. Vous êtes à l'écoute de l'émission Civis Pacem. Nous sommes aujourd'hui avec Pierre et Eugène pour parler des déserteurs. Alors là, nous avons évoqué d'abord les déserteurs russes et Pierre et Eugène, je crois que vous en occupez de ces déserteurs. Oui, alors effectivement, l'initiative Olga Taratuta, on a été créée pour accueillir les déserteurs. Donc en 2 ans, on a pu accueillir et obtenir le statut de réfugié pour 2 déserteurs. Alors, ça peut paraître pas beaucoup, mais aujourd'hui, le gouvernement... Vu les difficultés en France, bravo. C'est pas simple. C'est un tiers de ce que le gouvernement a fait, puisqu'ils en ont accueilli 6, donc pour des anarchistes, je trouve que c'est pas mal, on se débrouille bien. Oui, donc en fait, on a accueilli 2... Alors, c'est plus des insoumis que des déserteurs, dans le sens où c'est des jeunes qui avaient fini leurs études. Le premier était en poursuite d'études et le deuxième était par contre il était sorti de l'université, il commençait à travailler. Et ces jeunes avaient reçu l'ordre de mobilisation. Et le premier, qu'on va appeler Boris, donc le premier, son père est ukrainien, sa mère est russe. En plus, il est homosexuel, donc il savait que s'il était mobilisé, il aurait été envoyé en front, en première ligne et massacré. Et le deuxième, qu'on va appeler Ivan, donc lui, il était jeune travailleur, donc il n'avait pas d'appui, son père était décédé, donc il n'a que sa mère, et il a un frère qui lui est dans l'armée, qui est sur le front. Donc il est très très bien informé de ce qui se passe et il voulait surtout pas y aller. Et même son frère lui disait mais ne viens pas, fais tout ce que tu peux pour partir, quoi. Donc les deux ont réussi par des chemins détournés à arriver en France. Ils ont pris des visas, alors soit pour la Turquie, soit pour l'Ouzbékistan, etc. Enfin par des chemins détournés, ils ont réussi à atterrir en France. Et en fait, de la France, ils ont été en Allemagne. Ils se sont retrouvés en Allemagne, mais comme en Allemagne, ils n'avaient pas de visa allemand, puisqu'ils avaient un visa français, les autorités allemandes les ont expulsés, enfin les ont renvoyés en France, et les ont lâchés dans la nature, quoi. Alors heureusement, nous on est en contact avec une association en Allemagne qui vient en aide aux déserteurs russes. Donc il nous a dit, voilà, il y a des déserteurs si vous voulez bien. Donc on a été les récupérer à la frontière. Et après on les a hébergés, on s'est occupé de les aider pour leur dossier administratif, pour leur logement et puis aussi pour les cours de français. Et donc aujourd'hui les deux ont obtenu le statut de réfugié. Et même la belle histoire, c'est que Ivan, donc le deuxième copain russe, pendant qu'il était en centre de rétention en Allemagne, il avait rencontré une Ukrainienne. Donc il a réussi à faire venir l'Ukrainienne en France, donc c'est son amie, ils sont ensemble, hein, c'est un couple, et elle aussi a eu le statut de réfugié. Donc on a la chance et le bonheur même d'accueillir un couple de réfugiés russo-ukrainiens, et ça nous donne de l'espoir pour l'avenir. Ça veut dire que tous les liens ne sont pas rompus, et que même si les gouvernements se font la guerre, les peuples continuent à entretenir des liens amicaux et plus si affinité, quoi. Alors une fois qu'ils ont leur statut justement... leur problème aussi, c'est de trouver du travail, parce qu'ils n'aiment pas trop dépendre de l'aide, tout ça. Je crois que, ceux que j'ai eu l'occasion de croiser, ils cherchaient aussi du travail, alors pas forcément du travail intellectuel, de toutes sortes pour montrer ce qu'ils étaient capables de faire, et ce sont en général des gens qui sont courageux. Voilà, tout à fait. Alors, le premier Boris, en fait, lui, il est encore étudiant, donc il a repris un cycle d'études. Donc, il est à l'abri de ce sujet-là, même s'il fait des petits boulots de plonge dans les restos pour gagner un peu d'argent. Par contre, en ce qui concerne Ivan, qui lui, il avait un diplôme en mécanique. Donc là, on est en train de l'aider avec des copains qui travaillent dans la mécanique. On l'aide d'abord pour trouver du travail, mais aussi en termes d'apprentissage du français, y compris du français technique. Parce que si tu veux, là aujourd'hui, ce sur quoi on a buté, c'est sur le problème linguistique. C'est-à-dire qu'il est arrivé, il parlait pas du tout français, il parlait que russe.
ils parlent relativement bien anglais, mais les employeurs, ils veulent quelqu'un qui parle français, ils parlent pas anglais. Et donc, alors déjà quand même ce qui est formidable, c'est qu'en moins d'un an, puisqu'on l'a revu au camping cet été, donc ça faisait à peine un an qu'il était là, ça y est, maintenant il a le français de base, si tu veux, il est autonome, il se débrouille, etc. Mais pour travailler, il faut encore un peu progresser, donc il travaille très très dur pour apprendre le français. Bon, on pense qu'il sera autonome d'ici la fin de l'année, quoi. Et puis même pour lui et son ami, c'est quand même mieux aussi, parce que s'ils ont un travail, ils pourront avoir un logement. Pour l'instant, c'est nous qui les hébergeons, si tu veux, c'est des copains qui les hébergent. Mais même pour eux, quoi, notre idée, c'est pas de les garder sous cloche, quoi. C'est au contraire de leur donner l'autonomie et qu'après ils fassent leur vie, hein. Alors pour la langue en général, la langue russe qui est très riche en sonorités permet aux Russes d'apprendre plusieurs langues et relativement facilement, contrairement aux Français qui ont une langue assez pauvre en sonorités. Alors Eugène, tu les as rencontrés, donc c'est... Oui, les deux. Et ils parlent volontiers, ils t'ont raconté des choses... Alors moi, au moment où je les ai rencontrés, ils parlaient très mal le français. Et comme je parle pas anglais, c'était Pierre qui me faisait les traductions. Donc c'était un peu compliqué. Mais non, mis à part l'histoire que Pierre a racontée de ce qu'il aurait sur leur parcours, je n'en connais pas plus, quoi. Voilà, je les ai pas revus moi depuis. Après, ce qui est peut-être intéressant dans leur parcours, on parlait un peu du parcours du combattant, c'est le cas de le dire, pour avoir le statut de réfugié. Et ce qu'il faut voir, donc ils ont un entretien avec quelqu'un de l'Office de protection des réfugiés apatrides. Et en fait, cet entretien, c'est plus un interrogatoire pour essayer de déceler si... Voilà. Et à un moment, je me souviens, Ivan, il lui avait posé comme question, pourquoi est-ce que vous avez refusé d'aller sur le front? Pourquoi est-ce que vous refusez de défendre votre pays? Et là, il a tout de suite répondu, il a dit, mais l'armée russe ne défend pas notre pays en Ukraine, elle l'envahit. En fait, voilà, il pose des questions pièges pour essayer de voir. Et donc, c'est assez vicieux, si tu veux, comme processus, quoi. Ils essayent vraiment de faire trébucher les gens. Ils ne sont pas du tout là pour les aider, ils essayent vraiment de les faire trébucher. Voilà, ce qui est quand même ce qui est incroyable, quoi. Bon, alors Pierre et Eugène, vous avez déjà résolu le problème de 2. Oui, on a un troisième qui s'est mis en contact avec nous. J'espère que vous allez réussir avec d'autres. Alors maintenant, puisqu'on a parlé de la Russie, on va parler un peu de l'Ukraine, parce qu'il y a aussi des déserteurs en Ukraine. Et là, on va écouter un peu encore un témoignage d'actualité sur l'Ukraine, Frédéric. La nuit s'apprête à tomber sur les montagnes des monts du Maramur, à la frontière entre la Roumanie et l'Ukraine. La journée de Dan Benga, elle, commence à peine. Le secouriste roumain part réceptionner 2 corps retrouvés à 1900 mètres d'altitude par la police des frontières. Mais sur la ligne d'urgence, une conversation attire son attention. Vous m'entendez ? Oui. Ok, à part le fait que vous ayez très froid, vous avez d'autres problèmes de santé ? Non. Je ne sais pas. J'ai tellement froid. L'homme égaré est ukrainien. Un déserteur de 21 ans, Dan Benga tente de le localiser. Il enverra 3 hommes à sa recherche. Pendant ce temps-là, après 3 heures de marche, l'équipe de secouristes partie récupérer les 2 corps retrouvés rejoint enfin le véhicule de Dan. 2 Ukrainiens morts dans leur fuite. Dans le parc naturel roumain, pas un jour ne passe sans un appel à l'aide ou une macabre découverte. En 2024, les arrivées illégales d'Ukrainiens fuyant la mobilisation ont doublé par rapport à 2023 sur la même période. Depuis janvier, ils sont 2500 à avoir tenté la traversée des eaux bleues et glacées de la rivière Tisa. Ce garde-frontière roumain y interpelle 50 à 60 hommes chaque jour. Il y a peu, il est tombé sur un jeune Ukrainien à peine majeur. Il était heureux quand il nous a vus, parce qu'il a vu qu'il n'y avait pas d'inscription police sur nous, marquée en ukrainien. Il s'est mis à pleurer, il a dit « Qu'est-ce que vous allez faire de moi ?» Il avait 18 ans, mon fils a cet âge. C'est difficile. Officiellement, les hommes ukrainiens âgés de 18 à 60 ans n'ont pas le droit de quitter leur pays, sauf autorisation spéciale en vertu de la loi martiale. Mais ici en Roumanie, les déserteurs sont en sécurité. Ils reçoivent un titre de protection temporaire, comme tout réfugié ukrainien. La procédure
prend 5 minutes. La protection temporaire leur donne le droit de séjourner légalement en Roumanie. Ensuite, grâce aux documents que nous leur délivrons, ils peuvent s'inscrire auprès des institutions publiques pour obtenir des services et certains droits qui leur sont conférés par la loi. Cette année, 23 déserteurs ont péri en tentant la traversée de cette région hostile. Ceux qui réussissent, une fois munis de leurs papiers, rejoignent en général d'autres pays de l'Union européenne. À la frontière avec la Roumanie, ils traquent les déserteurs de leur propre pays. Bonjour, service des frontières de l'Ukraine, présentez vos documents pour vérification. Ces gardes-frontières ont arrêté 3000 Ukrainiens cette année, qui tentaient de fuir en Roumanie. Le double par rapport à l'an dernier. Des hommes qui cherchent à échapper au recrutement dans l'armée. Andriy Ternavski a arrêté l'un d'entre eux il y a 3 jours. Il avait un passeport, mais il ne pouvait pas expliquer pourquoi il voulait traverser la frontière. Soi-disant, c'était pour travailler. Alors je lui ai dit, appelons la personne qui t'a embauché. Tout était faux. Des arrestations parfois musclées. Comme le montrent ces images d'Ukrainiens plaqués au sol, mains sur la tête. Selon la loi martiale, il est interdit aux hommes de 18 à 60 ans de quitter l'Ukraine, sauf autorisation spéciale. Alors, certains sont prêts à payer très cher pour leur départ, en sollicitant des passeurs. Combien vous avez payé? 3 500 €. Ces hommes veulent aller en Moldavie, en Pologne ou en Roumanie. Nous avons contacté l'un d'entre eux qui a réussi à s'enfuir. Il est considéré par de nombreux Ukrainiens comme un traître. J'ai reçu des menaces de mort. Ils me disent, si vous retournez en Ukraine, nous vous retrouverons, nous allons vous tuer. On t'a mis sur une liste d'attente. Andrei ne veut pas nous dire où il se trouve, par peur d'être retrouvé. Mais il nous raconte sa fuite. Un train, puis une traversée à la nage du fleuve Dniestre, à la frontière avec la Moldavie, ici en bleu. 36 heures d'un périple au péril de sa vie, animé par une seule envie, fuir la guerre. Mais l'Ukraine manque toujours plus d'hommes sur le front. La pression se fait de plus en plus forte. Dans la rue, ceux en âge de combattre subissent ce qu'ils appellent des raids, des enlèvements. C'est ce qui est arrivé à cet homme alors qu'il se rendait à une pièce de théâtre, à Tchernivtsi dans l'Ouest avec un ami. Ils m'ont attrapé par les côtés, m'ont forcé à les suivre. 2 d'entre eux me tenaient par les mains. Le 4e marchait derrière moi. Je ne pouvais pas m'enfuir. Il est emmené de force dans un minivan au bureau de recrutement militaire. Enfermé dans une cellule, puis transféré dans un camp d'entraînement. Il sera finalement libéré grâce à l'intervention d'un avocat. Cet Ukrainien qui ne veut pas faire la guerre encourt jusqu'à 5 ans de prison. Vous êtes à l'écoute de l'émission Civis Pacem de l'Union pacifiste. Je suis en compagnie aujourd'hui avec Pierre et Eugène et nous parlons des déserteurs. Alors là, je dois dire que ces entretiens là que vous avez entendus ont été faits sur TV5 Monde, la plupart. Et donc maintenant, nous allons parler aussi, Pierre, des déserteurs ukrainiens que vous rencontrez aussi. Alors effectivement, on est en contact avec des Ukrainiens, soit qui sont restés en Ukraine, soit qui sont à l'étranger, on va dire. La situation des déserteurs ukrainiens est encore plus critique peut-être que celle des déserteurs russes, en tout cas ici en France et dans les pays de l'Union européenne. Parce qu'effectivement, les déserteurs ukrainiens sont considérés par l'opinion publique comme des traîtres et sont considérés par la diaspora ukrainienne souvent comme des traîtres. Donc, les Russes peuvent bénéficier de l'aide d'associations. Tout à l'heure, l'extrait de la radio, là, il mentionnait l'association Russie Liberté. Voilà. Donc, c'est pas trop mal vu encore, les déserteurs russes. Il y a des avocats qui les défendent. Il y a des avocats qui les défendent. Les déserteurs ukrainiens, c'est vraiment des pestiférés, quoi. Voilà. Et il va y en avoir de plus en plus parce que là, le gouvernement ukrainien, cet été, a émis une circulaire pour les ambassades interdisant de renouveler les passeports des Ukrainiens à l'étranger de sexe masculin. Ça veut dire qu'il y a un certain nombre d'Ukrainiens qui sont réfugiés aujourd'hui, par exemple en France, et qui sont venus avec un passeport, qui sont venus soit légalement avant la guerre, soit en tant que réfugiés. Mais comme ils vont perdre leur passeport, ils ne pourront plus être renouvelés dans leur droit de réfugiés ou de visa de séjour temporaire. Et donc, ils vont de fait être apatrides et expulsés en Ukraine.
Donc, on voit que le gouvernement ukrainien fait tout ce qu'il peut pour ratisser. Les copains qu'on a en Ukraine, à Kharkov, nous disent que maintenant, il y a des patrouilles militaires qui s'installent à la sortie du métro et qui contrôlent les gens, qui ratissent les gens à la sortie du métro. Alors, action-réaction, face à ça, il y a de la résistance populaire aussi qui se crée. C'est-à-dire que les gens créent des chaînes Telegram, des chaînes par téléphone, par WhatsApp, etc., pour dire attention, telle sortie de métro, patrouille militaire de contrôle, etc. Mais ceux qui créent ces chaînes, lorsqu'ils sont identifiés, sont attrapés et sont condamnés pour facilitation de la désertion, etc. Ce qu'il faut comprendre, il y a une dimension de classe dans cette guerre, comme dans toutes les guerres. Comme on l'a dit tout à l'heure, une semaine avant le début de l'invasion de l'Ukraine par la Fédération de Russie, tous les bourgeois, les riches ukrainiens ont mis leur famille, tous ceux qui avaient les moyens, ont mis leur famille à l'abri. Ça veut dire que les services militaires ukrainiens avaient informé un certain nombre de personnes. Et d'ailleurs, Zelensky lui-même, quelques mois après le début de la guerre, l'a reconnu. Il a dit oui, mais on n'a pas informé tout le monde parce qu'on ne voulait pas créer un sentiment de panique. En tout cas, ils avaient informé une catégorie de la population, les élites, qui ont pu se mettre leur famille tranquillement à l'abri. Et aujourd'hui, ceux qui ne peuvent pas, c'est les pauvres, c'est les prolétaires, c'est ceux qui ont des petits commerces, voilà, c'est plutôt des classes plus populaires, on va dire, qui eux, ils sont bons pour aller se faire tuer, quoi. C'est souvent comme ça dans les guerres, d'ailleurs. C'est souvent comme ça. Malheureusement. Malheureusement, oui. Oui, parce qu'on pourrait dire ça de tous les conflits. Oui. Pareil à Gaza, ceux qui meurent sous les bombes israéliennes, c'est pas les bourgeois palestiniens. Les bourgeois palestiniens, il y a longtemps, qui sont planqués ailleurs, quoi. Alors, Eugène, ces déserteurs, tu disais, un peu en dehors du micro, qu'ils se sauvent eux-mêmes, mais aussi... Voilà, en fait, un déserteur, quand on sauve un déserteur, ou du moins quand on l'accueille, parce qu'on ne le sauve pas, on l'accueille, quand on l'accueille, il sauve sa vie, mais il ne sauve pas que sa vie, il sauve aussi celle de tous ceux qu'il n'aura pas à tuer pendant le conflit. Donc finalement, c'est pas juste une vie qui est sauvée, c'est plusieurs vies. Et ça n'a pas de prix. Déjà, une n'a pas de prix, mais alors plusieurs, c'est encore mieux. Voilà. Par contre, le pauvre, il met en danger sa famille. Il met en danger sa famille, mais comme on disait Pierre aussi, si on prend par exemple l'histoire de l'Ukraine, les fils de bourgeois, on ne va pas les chercher, on les laisse où ils sont en Suisse, ils sont dans le sud de la France, ils sont en Italie, ils sont partout dans les pays européens, bien au chaud, bien logés dans des hôtels de luxe ou des belles villas, et eux par contre, on leur supprime pas leur passeport et on ne va pas les chercher pour aller combattre. Et alors ceux, justement, parce qu'il y a quand même des services russes ou ukrainiens, y compris en France, qui font la chasse à ces personnes et qui, justement, les mettent en danger aussi, les mettent en danger eux-mêmes et puis font pression sur les familles pour que, éventuellement, ils rentrent, etc. Vous en avez rencontré de ces cas-là? Alors oui, en ce qui concerne l'association Olga Taratuta, on sait qu'à un moment, il y a des gens bien intentionnés en Ukraine qui se sont intéressés à notre association, à ce qu'on faisait et qui c'était derrière, etc. On a eu l'info par des compagnons qui étaient engagés dans des collectifs de solidarité, mais eux, clairement pro-ukrainiens, et qui eux avaient fait un choix. Mais quand ils avaient vu qu'il y avait des investigations qui étaient faites sur notre compte, ils ont trouvé que c'était un peu fort de café, donc ils nous ont prévenus en disant bon, on n'a pas forcément le même point de vue, mais là quand même, faites gaffe, quoi. Donc ça c'est côté ukrainien, et côté russe aussi. Par exemple, les copains russes qu'on aide, ils s'expriment pas publiquement, ils veulent pas que leur voix soit reconnue. Enfin, on est très très discret. Et c'est vrai que des fois, on a été contacté par des gens qui se disaient d'origine russe ou journalistes ou quoi. Est-ce qu'on pourrait les rencontrer? Enfin, voilà, on est très 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 prudent parce que on sait que les services spéciaux, russes en tout cas, ils sont partout, quoi. Voilà. Alors, il y a aussi les services israéliens qui sont partout aussi. Oui, puis les Iraniens. Les Iraniens aussi. Les Iraniens. Alors, justement, nous avons déjà donc parlé de la Russie et de l'Ukraine. Et puis, il y a une autre guerre qui, malheureusement, se prolonge déjà depuis plus d'1 an. C'est celle que l'armée israélienne mène contre les Palestiniens, que ce soit à Gaza, en Cisjordanie, et aujourd'hui, au Liban, où même on bombarde aussi des camps palestiniens que j'ai connus. Moi, quand j'étais au Liban, j'ai déjà vu
l'armée israélienne, c'est pas la première fois qu'elle bombarde des camps palestiniens. Donc, pas seulement... alors, on va justement faire une petite pause musicale pour nous introduire dans ce conflit. Et on va passer donc une chanson, la première chanson que j'avais, Frédéric, sur la Palestine. Ça vous parle ou pas? Deux enfants qui s'amusent dans une zone oubliée d'un pays où la thune n'est qu'un vieux champ de blé. Un village en péril, des familles menacées par des gens d'autres villes, d'un pays fortuné. Enfant de Palestine, tu n'as rien demandé, mais au niveau victime, c'est toi le plus touché. Tu confirmes l'expression un peu trop imagé, caillou contre canon, c'est un combat truqueux. Au pied du mur, des enfants jouent, oubliant les affres de la guerre. Derrière le mur, un peuple vit dans une prison à ciel ouvert. Derrière le mur de la honte, par-delà les barrages, les chars et les checkpoints. Derrière les murs, loin des yeux, loin du cœur, il y a la Palestine. Quand les enfants tombent sous les bombes, c'est l'humanité qu'on assassine. Le monde entier est complice par sa complaisance et son silence. Tous les hommes naissent libres et égaux en droit. Moi aussi j'y ai cru, la justice est la même pour tous, sauf pour les puissants. Le savais-tu, monsieur le juge, a les mains sales. À table de salle, c'est l'oncle Sam qui régale. Du bruit pour H4 s'il vous plaît. Du bruit pour les enfants de Palestine. Et les enfants du monde entier, quels qu'ils soient, quelle que soit leur couleur, leur religion, leur nationalité, quand ils sont opprimés. Israël, qu'est-ce qui te prend? Il n'y a pas si longtemps, je crois que c'était tes enfants qui étaient innocents. Là je peux prendre parti, car je suis écœuré de voir ton peuple ainsi, si peu évolué. Je n'écris que des lignes et fais rimer des mots. Cette chanson Palestine et mon droit de veto. Dans le ciel de Gaza, les faucons rôdent jour et nuit, les hélicoptères passent et repassent et notre futur s'obscurcit. Les colons chassent les colombes, ils ont envoyé les oiseaux de fer pour creuser notre tombe. Mais l'olivier reste enraciné dans sa terre. Ouais, l'olivier est un arbre millénaire, l'olivier est toujours debout. Palestine ne sera jamais, jamais à genoux. Je n'écris que des lignes et fais rimer des mots. Cette chanson Palestine et mon droit de veto. Je n'écris que des lignes et fais rimer des mots. Cette chanson Palestine et notre droit de veto.
Yes, I, merci. Du bruit pour HK, s'il vous plaît. Du bruit, du bruit, du bruit. Ça va le Splendide? Allez, je vous avoue, je vais casser un peu l'ambiance. Il reste 2 morceaux. Bah c'est maintenant ou jamais. Vous êtes à l'écoute de l'émission Civis Pacem de l'Union pacifiste. Nous sommes aujourd'hui en présence de Pierre et Eugène. Nous parlons des déserteurs. Alors nous avons évoqué les déserteurs russes, les déserteurs ukrainiens, et maintenant il faudrait qu'on parle des déserteurs israéliens. Alors je ne sais pas si il y a beaucoup de déserteurs israéliens, mais en tout cas il y a des objecteurs, et je crois qu'il y en a de plus en plus. Alors Pierre, tu m'avais envoyé justement un article qui était paru à ce sujet, qui parlait de 3 nouveaux objecteurs de conscience israéliens qui étaient en prison. Parce qu'en général, ils vont en prison, on les refait sortir, on leur redemande, non, ils ne veulent pas, ils retournent en prison. Enfin voilà, c'est un peu le sort qui les attend. Mais on souligne quand même leur courage. Parce qu'en période de guerre, et quoi qu'on peut dire qu'Israël a toujours été en guerre, mais enfin, en période de guerre chaude, si on peut dire, c'est encore plus difficile de refuser. Oui, alors il y a toujours eu un mouvement en Israël de refusnik, c'est-à-dire des gens qui refusaient de faire le service militaire obligatoire. On sait que le service militaire là-bas est obligatoire aussi bien pour les hommes que pour les femmes. Il dure 3 ans pour les hommes et je crois 2 ans pour les femmes. Et dans le passé, il y a eu des mouvements de refusnik assez importants, assez forts, notamment autour de l'initiative anarchiste contre le mur, etc. Avant les massacres du 7 octobre, il y avait un mouvement de masse en Israël. Les gens manifestaient en masse pour exiger la démission de Netanyahou. Et il y avait aussi beaucoup de réservistes qui avaient dit qu'ils refusaient de rejoindre leurs unités. Donc il y avait vraiment un mouvement très très fort, parce que quand on sait le lien qu'il y a entre la population israélienne et l'armée, qui est un lien très 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 fort, presque organique, qui est des centaines de gens qui disent qu'ils refuseraient d'aller à l'armée, c'était quand même très fort. Donc, quand sont survenus les massacres du 7 octobre, il y a eu un tel traumatisme dans la population israélienne que malheureusement, ces réservistes ont dit « nous suspendons notre grève ». Et voilà. Donc, on peut dire d'une certaine façon que le Hamas a joué le jeu de Netanyahou, puisque finalement, ça a stoppé net tout le mouvement anti-Netanyahou. Et donc malgré ça, dans les premiers mois du conflit, il y a deux jeunes qui ont exprimé leur refus de faire le service militaire. Donc, j'ai vu Oren, Ziv, Mieler. Il y avait Tal Mitnick. Alors, il y a eu d'abord Tal Mitnick et une jeune femme, Sophia Or. Et ensuite, un autre qui les a rejoints un peu plus tard, Ben Arad, donc, qui, eux, se sont proclamés insoumis. Ils ont refusé de rejoindre le centre de recrutement. Donc, effectivement, la procédure, c'est qu'ils refusent de rejoindre l'armée. Ils sont mis en prison pendant 30 jours. Quand ils ressortent, de nouveau, on leur demande de s'enrôler. Ils refusent. Donc, ils font un cycle d'aller-retour, etc. Et donc, le premier, c'était Tal Mitnick. Il est resté un peu plus de 6 mois en prison. Et au bout de 6 mois, comme ils ont vu qu'il avait réussi à contaminer, entre guillemets, 2 autres personnes, ils se sont dit attention à l'effet de contagion. Donc finalement, ils ont décidé que ces 3 jeunes étaient dispensés de service pour éviter la contagion. Mais ça n'a pas suffi, puisque malgré le fait qu'ils aient été dispensés de service, et donc l'idée c'était de faire diminuer la pression médiatique, qu'on ne parle plus d'eux, quoi. Eh bien, il y a 3 autres jeunes qui se sont déclarés, ça c'était cet été, donc Yuval Moav, Oriane Mueller et Itamar Greenberg, qui eux aussi ont dit, mais nous aussi nous refusons de rejoindre l'armée, nous refusons de participer au massacre des Palestiniens, la guerre n'est pas une solution, il faut une solution politique, et c'est pas la guerre qui l'amènera. Donc, ça fait 6 insoumis, ce qui effectivement peut paraître très très faible par rapport au nombre total de soldats qu'il y a dans Tsahal, mais néanmoins, vu le contexte, est quand même très très fort. Et la nouvelle, c'est que d'aujourd'hui, là j'ai lu dans Le Monde tout à l'heure en venant dans le métro, manifestement, il y a 110 réservistes
Donc là, on ne parle pas de jeunes qui vont faire leur service, on parle de gens qui ont déjà porté les armes, donc qui sont des gens qui sont essentiels dans le dispositif militaire, puisque c'est des soldats d'actifs. Il y a 110 réservistes qui ont refusé d'aller se battre à Gaza, au Liban ou en Cisjordanie, en disant maintenant, ce qu'on veut, c'est un accord sur la libération des otages, parce qu'on remarquera quand même que la libération des otages, personne n'en parle, ni Netanyahou, ni bien sûr le Hamas, etc. Donc ça veut dire que là, le fait que maintenant il y ait les réservistes eux-mêmes, et plus d'une centaine, donc ça veut dire que c'est pas 3 isolés à droite à gauche, quoi, qui se mettent dans le mouvement, on peut espérer que ça peut faire basculer le pays, parce que ces gens-là ont une puissance d'entraînement, une puissance morale qui est quand même assez forte, quoi. Alors Pierre, dans l'article que tu m'as envoyé justement, ce qui est intéressant, c'est que on voit un peu leurs portraits. Oui. Quels sont ceux qui justement, il y a un peu tous les portraits. Là, je vois par exemple qui est Ziv est photojournaliste, reporter, et puis fondateur du collectif de photographie Activantilst, et qui signe de protestation. Alors lui, bon, il dit qu'il est contre l'occupation et contre la guerre actuelle contre Gaza. Alors, ces jeunes, c'est une société, et puis alors j'ai relevé une phrase aussi, une société juste ne peut pas être construite sur des canons et des fusils. Alors bon, ben c'est vrai, bien sûr, nous on est d'accord. Mais tu es d'accord aussi, Eugène ? Ah, tout à fait, moi. Bon, parce que tu penses que... Parce que certains mouvements sont non-violents. Nous sommes aussi un mouvement quand même assez non-violent. Mais on reproche justement aux mouvements non-violents d'être loin des canons et des fusils, donc ils arriveront à rien. Qu'est-ce que tu en penses de ces mouvements non-violents ? Alors, moi, je ne sais pas franchement si on doit classer ça dans la non-violence. On doit le classer plutôt dans la non-violence étatisée. C'est-à-dire que les gens ne refusent pas de se défendre s'ils sont agressés, ils refusent de le faire sous une étiquette d'État. C'est pas pareil. Enfin, moi, je le vois comme ça. Voilà. C'est-à-dire que n'importe qui est agressé, au bout d'un moment, je pense qu'il finit par se défendre. On ne va pas se laisser faire. Et voilà, et c'est normal. Mais après, c'est pas obligé de devenir, comme là, c'est le cas en Russie, en Ukraine, en Israël, en Éthiopie, au Soudan, enfin bref, dans toutes les guerres du monde qui existent, que ça devienne quelque chose qui soit forcément sous l'étiquette, du moins, pas forcément d'un État, mais au moins d'une hiérarchie pesante, qui décide qu'il y a la pauvre populace qui va servir de chair à canon et qui va aller mourir pour que les autres puissent vivre convenablement. Je crois que ça, il faut que les gens comprennent que la guerre n'est pas la solution. Alors là, bien sûr, tu viens de nous dire encore des choses dont nous sommes convaincus à l'Union pacifiste. Mais ce que je remarque aussi, alors un autre portrait de Mueller qui dit « Je viens d'une famille qui critique l'occupation ». Donc il était déjà dans une famille qui faisait peut-être partie des mouvements de la paix là-bas et qui était assez puissant à une certaine époque, mais qu'on entend moins aujourd'hui. Alors, et ça c'est très important parce que faut pas oublier que un des arguments de Netanyahou et de l'extrême droite israélienne contre les militants de la paix en Israël, c'est de dire que, et c'est vrai, les gens qui ont été massacrés par le Hamas dans les kibbutz, la plupart étaient des militants de la paix. Et c'est ça qui est quand même effroyable. C'est que le Hamas a massacré des militants de la paix, quoi. Et donc, Netanyahou dit, et ça rejoint un peu ce que tu disais sur la non-violence, il dit aux gens, bah voyez, vous jouez les agneaux, mais vous avez face à vous des loups qui viendront vous égorger, etc. Et le fait qu'il y ait des jeunes qui viennent de ce mouvement-là, qui viennent de ces milieux-là, et qui disent, mais malgré ce qui s'est passé le 7 octobre, nous restons persuadés que la solution ne sera pas militaire, mais la solution sera politique. Je pense que c'est très très fort et c'est pour ça qu'il mérite absolument notre soutien le plus entier. Après, sur Mueller, donc celui que tu as cité, il a dit aussi quelque chose de très intéressant, c'est dans l'interview là, qu'on a mis sur Internet. Il dit refuser de partir à la guerre, c'est tendre un miroir à la société israélienne tout entière pour montrer qu'il est possible de résister à la machine de mort militariste et au cycle de la guerre. Il dit l'enrôlement, c'est un choix politique. Et nous avons choisi politiquement
de ne pas nous enrôler. C'est-à-dire que c'est pas simplement la peur pour soi-même, c'est vraiment une affirmation politique de refuser de participer à la guerre. Nous ne sommes pas obligés d'y prendre part, et c'est une plateforme qui permet de montrer à la société israélienne ce qui se passe au-delà de ce qu'on voit dans les médias, parce qu'en fait, la plupart des Israéliens ne savent pas ce qui se passe, ni à Gaza, ni en Cisjordanie. Donc là, ces jeunes-là servent un peu aussi de lanceurs d'alerte, quelque part. Oui, parce qu'il y a une propagande des deux côtés, on peut dire, mais surtout en Israël, qui est extrêmement puissante, qui fait que justement, les Israéliens ne regardent que la télévision israélienne, c'est-à-dire donc les images de l'armée. Aucun journaliste, il faut toujours le répéter, ça qu'aucun journaliste n'a pu pénétrer dans Gaza, et il y a eu plus de 100 journalistes qui ont été tués, mais presque volontairement dans Gaza. C'est-à-dire que vraiment, on ne veut pas que ces images puissent sortir de Gaza. Et il y a justement un film qui s'appelle Les Guerrières de la Paix, là, qui vient de passer sur Arte il y a quelques jours, et où ils sont allés, ce sont des réalisatrices, l'une... Elles sont toutes les deux nées au Maroc, mais une est juive et l'autre est musulmane, et elles sont retournées en Israël pour filmer justement des femmes engagées dans le mouvement de la paix. Et puis parmi ces femmes, il y en a une qui a été tuée justement le 7 octobre. Alors, elles sont retournées après pour voir ce qu'elles pensaient, aussi bien du côté palestinien que du côté israélien. Et ce qui est assez émouvant, c'est que le fils de la femme qui a été tuée, qui était une militante très connue à l'époque là-bas, a justement ce raisonnement à la fin. Même si sa mère a été tuée là, même si sa maison n'existe plus, on le voit dans les ruines de sa maison, eh bien il dit la solution ne sera pas la violence, ne sera pas l'armée. Donc là c'est assez... Alors ce documentaire est encore visible sur Arte, et il y a une association justement de ces deux jeunes réalisatrices. Enfin, elles n'ont pas fait une association, elles ont fait un film. Et alors, ce qui est intéressant aussi, c'est de voir l'écho entre les déserteurs israéliens et les déserteurs russes. Tout à l'heure, dans l'extrait que tu nous as passé sur les déserteurs russes, on entendait un déserteur qui disait moins il y aura de soldats sur le front, plus vite la guerre terminera et moins il y aura de morts. Et pareil, il y a un des déserteurs israéliens qui a dit, toujours Mueller, si je peux empêcher un Israélien d'aller à Gaza de tuer et de mourir, alors ça en vaut la peine. Ça veut dire qu'il y a bien le même état d'esprit. C'est-à-dire l'idée c'est voilà, moins il y a de soldats, moins il y a de morts, et plus vite la guerre va s'arrêter. Et nous on rajoute moins il y a d'armes. Bien sûr, évidemment. Parce que, bon, c'est vrai que plus on a l'impression que, bon, ça fait le bonheur des vendeurs d'armes. Hein, il faut, c'est évident. Les armes livrées par les États-Unis à Israël, après le 7 octobre, ça a été beaucoup plus qu'avant. Hein. La France est le 4e pays exportateur d'armes. Hein, c'est un des premiers postes du commerce extérieur français. Là, il y avait un article dans Le Monde du Jour sur la Turquie. 80% du solde du commerce extérieur turc, c'est l'exportation d'armes. La Russie vend des armes partout. L'Ukraine aussi, on n'en parle pas assez. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que toute l'industrie aéronautique militaire soviétique était basée en Ukraine. Et c'est les Ukrainiens qui ont gardé les usines d'aéronautique militaire. Et les drones Bayraktar, qui sont des drones turcs, en fait, le moteur, il est ukrainien. Et ça, on en a très très peu parlé, mais l'Ukraine a vendu ses drones militaires et les instructeurs militaires qui allaient avec au régime éthiopien au moment où l'Éthiopie, l'Empire d'Éthiopie, menait une guerre civile contre la population du Tigré. Il y a eu entre 2020 et 2022 un génocide au Tigré en Afrique dont personne n'a parlé, et l'armée éthiopienne était fournie par les Ukrainiens en armes. Donc ce qui veut dire qu'on peut être victime soi-même d'un gros impérialisme, l'impérialisme russe, et être complice d'un petit impérialisme, entre guillemets, l'impérialisme éthiopien. Et ça, c'est vrai que... c'est pour ça que il faut se battre contre les armes partout, quoi. D'ailleurs, je lance un appel parce que pour Eurosatori, nous on a été un peu déçus parce qu'on a trouvé qu'il n'y avait pas grand-chose, et à Eurosatori il n'y avait que des manifestations contre la présence des Israéliens à Eurosatori. Nous on pense qu'il aurait fallu faire aussi une manifestation contre la présence des Français à Eurosatori. Et des Turcs. Et des Français, des Turcs, de tout le monde, parce qu'il n'y a pas de raison. Et là il va y avoir Euronaval en novembre. Donc pareil, on lance des appels aux bonnes volontés pour, même si c'est symbolique,
mais de dire que voilà, Euronaval, c'est inadmissible, un salon des armes en France, c'est inadmissible, enfin, ou ailleurs d'ailleurs, c'est inadmissible. Alors justement, cette association qui s'appelle Stop Arming Israël, qui a été créée et qui a agi beaucoup au moment d'Eurosatory, a regroupé plusieurs organisations et nous a sollicité à l'Union pacifiste. Alors, on leur a dit qu'on les soutenait bien sûr, mais qu'on ne pouvait pas signer pour simplement les armes d'Israël. Il fallait interdire toutes les armes. Et commencer par les armes françaises. Ah oui, parce que là, disons qu'on est quand même bien placé. Bah oui. Et malheureusement... Alors, qu'est-ce que j'ai lu aussi Grunberg, alors lui, son portrait, donc objecteur de conscience israélien, il dit qu'il est d'une famille ultra-orthodoxe. Alors c'est assez particulier parce que les ultra-orthodoxes, justement, ne participent pas à l'armée. Donc il aurait pu rester dans sa famille tranquille, mais là, il est sorti, il a abandonné la religion, et du coup, il se retrouve menacé. Voilà, c'est parce qu'il est sorti de la religion qu'il se retrouve menacé de rentrer dans l'armée. Il serait resté dans la religion avec, comment ça s'appelle, alors les Haredim, oui. Voilà, il n'aurait pas fait l'armée. Voilà, il en était exempté. D'ailleurs, c'est ça que je trouve un peu aberrant en Israël. Bon, autant en Ukraine ou en Russie, ce sont les fils de bourgeois qui partent pas à la guerre. En Israël, ce sont les religieux. Voilà, alors que c'est eux qui demandent à ce qu'il y ait la guerre. C'est eux qui demandent à ce que les Juifs, enfin les Israéliens conquièrent de plus en plus de terres en Jordanie, ou enfin Palestine jordanienne et carrément le Gaza. Ils veulent carrément virer les Palestiniens de Gaza. Et eux, par contre, ne vont pas combattre. Comme ils n'ont pas non plus été victimes du 7 octobre. Hein. Ils ont été tranquilles, ils étaient placés là où il fallait, ils étaient sûrs qu'il leur arriverait rien. Moi, il y a des fois, je suis pas complotiste. On veut pas qu'il leur arrive quoi que ce soit. Quand voilà, je suis pas complotiste, mais il y a des fois, je me demande si Netanyahou et à Gaza, ils se sont pas entendus pour que ça pète, quoi. De toute façon, le Hamas a été créé, financé, enfin pas créé, mais financé par Netanyahou. Oui. Et après nous, l'analyse qu'on a fait du 7 octobre, on avait remarqué que le 30 juillet, donc quelques mois avant le 7 octobre, il y avait des manifestations à Gaza. De la jeunesse de Gaza qui manifestait contre le Hamas en disant « nous voulons vivre ». C'est-à-dire que le Gaza était en train de perdre la main sur la jeunesse. En face, en Israël, tu avais des manifestations monstres contre Netanyahou. Et en fait, effectivement, objectivement, les deux pouvoirs étaient en train de perdre la main sur leur population. Et la guerre a servi à resserrer autour du drapeau national, que ce soit le drapeau palestinien ou le drapeau israélien. Et aujourd'hui, plus personne ne conteste le Hamas côté palestinien, enfin je ne crois pas, et plus personne ne conteste, enfin plus personne, j'exagère un peu. Mais en tout cas, ça a ressoudé les sociétés, quoi. Et c'est bien à ça que sert la guerre. La guerre sert à renforcer le pouvoir et ceux qui veulent nous dominer, quoi. On va faire une petite pause musicale avec une chanteuse justement israélienne qui s'appelle Yael Dekelbaum. Et elle chante de supprimer, elle aussi, les armes. C'est bien. I think I've known enough desperation. And I think I've had too many complications. In my journey I have found no destination. Oh Lord, take me in your arms. And I think I've had enough false education. Been sticking for too long to regulation. As I'm longing for my true love's revelation. Oh Lord, take me in your arms. Where the winds of freedom blow, where the sun don't ever fade away, I'll be lost again no more if you obey.
that there's no true reward for domination. It's been passing through too many generations. Oh Lord, take us in your arms. Where the winds of freedom blow, where the sun don't ever fade away, we'll be lost again no more if you open up the door. Oh Lord, take us in your arms. I wonder if our global altercation can be resolved by chief organization. All the rainbow's ever-changing variation. Oh Lord, take us in your arms. Where the winds of freedom blow, where the sun don't ever fade away, we'll be lost again no more if you open up the door. Oh Lord, take us in your arms. We'll be lost again no more if you open up the door. Oh Lord, take us in your arms. We'll be lost again no more if you open up the door. Oh Lord, take us in your arms. Nous sommes dans l'émission Civis Pacem de l'Union pacifiste, toujours en compagnie de Pierre et de Eugène. Eugène, c'est bien ça. Et nous parlons justement des déserteurs. Nous avons évoqué les déserteurs russes, les déserteurs ukrainiens. Nous avons évoqué aussi les objecteurs de conscience israéliens. Mais je voudrais continuer un petit peu justement sur Israël, parce que Israël est en train de détruire bien sûr la bande de Gaza, non seulement les personnes, aussi tous les bâtiments pour qu'ils ne puissent plus vivre à Gaza, mais maintenant Israël attaque aussi le Liban. Alors il attaque les Libanais, en réalité il nous dit qu'il attaque le Hezbollah. C'est une bonne... Alors que le Hezbollah n'a pas été rangé par la France dans les organisations terroristes, il a été rangé par les États-Unis, mais pas par la France. La France, comme disait Eugène tout à l'heure, a quelques intérêts quand même au Liban. Ouais. Alors, qu'est-ce qui va se passer, d'après vous? Pour l'instant, ils refusent, certains, d'aller combattre à Gaza, parce que, ils ont eu conscience de ce que faisait leur armée en Israël, mais est-ce qu'on a des échos de ceux qui refuseraient d'aller combattre au Liban? Parce qu'il y a actuellement une invasion qui commence au Liban. C'est pas la première, il y en a déjà eu 4 d'invasions de l'Israël au Liban, on n'a pas d'écho là-dessus, je crois pas. Ce que je disais tout à l'heure, manifestement, là, il y a quand même un mouvement de réservistes là, qui serait en train de naître, puisqu'il y a ces 110 réservistes israéliens qui ont signé un manifeste en disant qu'ils refusaient de partir, y compris au Liban, parce qu'ils disaient la priorité, c'est plutôt de libérer les otages et donc de négocier pour libérer les otages et pas de bombarder les uns ou les autres, quoi. Donc il y a quand même, ça se cristallise, quoi. Les infos qu'on a eues par les copains anars israéliens là, qui m'ont écrit la semaine dernière, il dit, ça reste marginal, mais il dit quand même qu'il voit soit des gens revenir, des gens qui s'étaient un peu éloignés du mouvement ces dernières années, du mouvement libertaire ou du mouvement pacifiste. Il voit quand même des gens revenir, et même il y a de plus en plus de jeunes
qui maintenant rejoignent les mouvements contre la guerre. Voilà, donc ça c'est une info qu'ils nous avaient donnée. Donc la guerre au Liban n'avait pas encore commencé, mais je pense que en tout cas ça va amplifier et puis ça va cristalliser, quoi. D'autant plus que personne n'est dupe. En fait, Netanyahou, il joue son agenda personnel. Il y a son procès qui est en ligne de mire en décembre, et en fait, il fait tout ça. On n'a jamais jugé un vainqueur de guerre, quoi. Donc, il fait tout ça pour se présenter en vainqueur au tribunal et qu'il n'y ait pas de procès, en fait. Il massacre des centaines de milliers de gens pour son intérêt propre, quoi. Et tout le monde n'est quand même pas dupe en Israël. Après, on a aussi des contacts au Liban. On a des copains au Liban. Alors, voilà, ce qu'ils nous disent, c'est que c'est terrible, que pour l'instant, ils ont été obligés de s'enfuir, plutôt au nord du pays, et qu'ils se cachent, quoi. Voilà. Mais voilà, la situation est terrible. Je ne peux pas dire d'autre chose. Alors, Pierre, Eugène, nous avons parlé, donc, je le répète toujours, des déserteurs russes, ukrainiens, israéliens, mais il y a d'autres pays. Oui. Des déserteurs, il y en a dans beaucoup d'autres pays. Tu disais tout à l'heure, Pierre, qu'il y en avait aussi en Birmanie. Oui, alors, malheureusement, actuellement, sur la planète, il y a entre 60 et 90 conflits. Donc, forcément, quand il y a des conflits, heureusement, il y a des gens qui refusent d'y participer, et il y a des déserteurs. Et c'est vrai que tous les conflits n'ont pas le même écho médiatique. On parle beaucoup de Russie, d'Ukraine, on parle beaucoup de Gaza, du Liban. Il y a aussi des conflits en Asie. Un des conflits les plus anciens, c'est en Birmanie. Donc c'est un petit pays d'Asie du Sud-Est, un moment qui est très riche en pétrole. À un moment total, il y avait une grosse base d'exploitation pétrolière. Ils se sont retirés il y a 2-3 ans. Mais aujourd'hui, la Birmanie fait partie du corridor chinois de la ceinture de la soie. Et donc, il y a un régime militaire qui fait régner vraiment une dictature terrible. Et il y a une opposition qui s'est levée contre ce régime militaire. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que une partie de cette opposition a décidé de se battre avec des armes, de rejoindre la guérilla, etc. Donc, il y avait déjà des guérillas ethniques. Il y avait déjà des guérillas ethniques, mais qui étaient séparées, qui étaient divisées. Il y a 135 ethnies différentes en Birmanie. Et ce qui est nouveau dans la guerre civile actuelle, c'est que il y a une union entre les différents mouvements d'opposition au-delà des barrières ethniques. Donc ça, c'est quand même assez intéressant. Mais tous n'ont pas décidé de prendre des armes. Il y a des gens aussi qui ont décidé d'opposer une résistance non violente. Je dirais pas pacifique dans le sens où ils peuvent faire des actions de sabotage, etc. Mais en tout cas, elle est non violente. Ils ont décidé de ne pas prendre les armes, ne serait-ce que pour des raisons tout à fait prosaïques. C'est-à-dire qu'ils savent que l'armée birmane est tellement puissante que s'ils prennent des armes, ils se feraient massacrer immédiatement. Néanmoins, l'armée birmane cherche à recruter de plus en plus de jeunes pour les envoyer au front parce que ils ont besoin d'occuper le territoire, etc. Et donc, il y a des jeunes, on est en contact avec des jeunes en Birmanie qui se cachent pour échapper à la conscription, pour échapper au service militaire et être envoyés sur le front de la guerre civile. Alors j'ai entendu dire aussi qu'en Birmanie, il y avait des Birmans qui avaient rejoint des ethnies qui n'étaient pas la leur, mais justement d'abord pour se protéger, parce que là-bas c'est une lutte armée, et puis qu'ils étaient parfois prêts même à prendre les armes. Mais en général c'est pour se protéger, c'est-à-dire qu'ils vont dans ces endroits-là, chez les Karen, tout ça, pour effectivement... Alors effectivement, il y a ce que je disais, c'est que ce qui est intéressant dans ce qui se passe en ce moment en Birmanie, c'est qu'il y a des gens qui ont compris que les politiques identitaires étaient une impasse. Oui. Et donc, parce que jusque-là, la junte birmane, faut dire Myanmar d'ailleurs, parce que Birman, c'est Burma, c'est juste une ethnie. Les Birmans, ce n'est qu'une ethnie. Donc la junte militaire, maintenant dit Myanmar, pour faire croire qu'elle s'adresse à tout le monde. Mais en fait, ça reste quand même l'ethnie birmane. Et jusque-là, c'était vraiment les minorités qui étaient oppressées par la junte militaire. Et depuis le coup d'État de 2021, la junte opprime absolument tout le monde. Et donc les Birmans se sont dit, mais finalement, on subit nous aussi, et donc ça crée un sentiment, et donc il y a un refus de l'aspect identitaire. Après, il y a aussi les questions religieuses. Nous, les gens avec qui on est en contact en Birmanie, c'est des gens qui sont métis,
Notamment, je pense à un copain qui est d'un côté bouddhiste et de l'autre côté musulman. Et en fait, les bouddhistes le rejetaient en disant mais toi, t'es pas un pur bouddhiste, donc on veut pas de toi. Et les islamistes, je parle pas des musulmans là, je parle des islamistes parce qu'il y a aussi des islamistes là-bas. Les islamistes ont dit mais nous on veut pas de toi parce que t'es pas un pur musulman, t'es un peu bouddhiste. Et donc il y a tout un tas de jeunes qui ont dit finalement on n'est ni bouddhiste ni musulman, on est athée. Voilà. Et on n'est pas d'une ethnie. On est des êtres humains. Voilà. Donc il y a tout un mouvement qui est en train de naître dans la jeunesse en Birmanie de dépasser les caractères identitaires. Alors, c'est pas vrai partout. Tu as mentionné les Karen. Il y a eu une scission récemment dans la guérilla Karen, parce qu'il y a effectivement une partie des Karen qui sont ouverts et qui disent finalement, nous, on se bat pour tout le monde, au-delà des questions identitaires. Et il y a une autre partie des Karen qui a dit non, nous, on se bat que pour les Karen. Et les gens qui sont pas Karen sont pas les bienvenus. Et d'ailleurs, ce qui est très intéressant, on a traduit un article là-dessus des copains birmans, c'est sur le site de la CNTAIT. Les groupes fascistes européens, et notamment les fascistes italiens de Casa Pound, qui sont des identitaires, appuient la scission Karen, qui ne veut se battre que pour les Karen. Parce qu'en fait, pour eux, ça leur sert de miroir en disant, vous voyez, en Asie aussi, ils défendent leur identité, etc. Et nous, on doit faire pareil en Europe. Voilà. Mais ça, en tout cas, c'est pas le mouvement... la dynamique n'est pas dans ce sens-là. La dynamique est plutôt dans le sens, au contraire, d'une unification et d'un rapprochement des gens au-delà des barrières ethniques ou religieuses. Oui, parce que quand on connaît le poids des ethnies et de la religion en Birmanie, j'ai eu l'occasion d'y aller, mais à l'époque où Aung San Suu Kyi avait réussi à essayer de lancer son mouvement, malheureusement, elle n'a pas pu faire grand-chose, étant donné qu'elle était sous la coupe des militaires, qui se sont empressés d'ailleurs de l'écarter, de la remettre au placard. Mais il y avait même en France des amis qui soutenaient Aung San Suu Kyi, et qui, lorsqu'il y a eu l'histoire des Rohingyas, se sont dit non, on ne peut plus. Mais ils avaient oublié aussi que l'armée... Aung San Suu Kyi ne pouvait rien faire sans l'armée, d'ailleurs elle était fille d'un militaire, et du coup, c'est prouvé, quoi. C'est-à-dire que l'armée a pris le dessus. Et actuellement, ils sont extrêmement opprimés en Birmanie. Oui. On a d'autres pays dont tu avais parlé, Pierre. Oui, alors... Haïti, je pense qu'il y en a encore d'autres. Mais... Alors oui, du fait qu'on s'intéresse à cette question des déserteurs, on est rentré en contact avec différentes personnes, ou alors des gens qu'on connaissait depuis un certain temps, qui, par le fait, se sont retrouvés dans cette situation de conflit. Donc on est en contact avec des compagnons en Haïti. Alors là encore, c'est une guerre civile, c'est pas une guerre d'invasion, quoique. Et là, les États-Unis ont joué un rôle quand même. Oui, les États-Unis, la France, et aujourd'hui, donc il y a les gangs de narcotrafiquants qui de fait ont pris le pouvoir. Et c'est vrai que la situation est dramatique, parce que le copain expliquait que pour aller à l'université, il est obligé de passer des contrôles, et parfois il ne sait pas s'il va en ressortir vivant, quoi. C'est-à-dire il y a vraiment un climat de violence qui est franchement inimaginable. Mais est-ce que l'armée haïtienne, il y a une armée là-bas? Non, elle doit plus. Il n'y a plus d'État, il n'y a plus d'armée, il n'y a plus rien. Alors, il y a une police encore. Il y a une police qui est militarisée. Mais qui est militarisée, voilà. Voilà, c'est pas la police comme ça. Eugène, oui. Chez nous, c'est là ils sont équipés d'armes automatiques, gilets pare-balles, voilà, c'est. Enfin, c'est la police qu'on croise chez nous dans certaines circonstances. Voilà, mais eux là-bas ils l'ont à tous les coins de rue, quoi. C'est une police agressive. Et cette police est armée par qui? Alors on le sait. Alors, parce que bon, il y a quand même des intérêts aussi internationaux. Haïti, c'est pas simplement. Elle a été certainement armée par les États-Unis, mais de toute façon, aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que souvent, c'est les gangs en fait qui. Et en fait, c'est ce qu'expliquait le copain. Il dit en fait, il y a des tels problèmes d'insécurité que tu as des groupes de voisins ou des cercles de voisins qui disent mais nous on va rétablir l'ordre. On va faire des patrouilles, on va vous garantir... ils font des milices de quartier. Et puis une fois que les milices de quartier sont constituées, ils trouvent que finalement c'est pas mal comme situation, ça leur permet de racketter les gens et tout. Et donc c'est pour ça que le copain, lui, il disait mais moi je suis pas forcément pour des milices de quartier, parce que, en tout cas dans mon quartier, à Carrefour, elles se sont transformées en gangs. Et ceux qui étaient soi-disant là pour nous protéger, aujourd'hui c'est eux qui nous rackettent. Le plus grand chef de gang à Haïti, je ne sais plus comment il s'appelle, c'est un ancien policier.
Ouais. Ah oui. C'est-à-dire qu'il estimait que il n'était pas assez payé dans l'administration. L'État n'était plus capable de protéger la population et que lui, il allait prendre les choses en main. Non, et puis c'était aussi pour se faire un peu de sous au passage. Si tu regardes tous les grands cartels de la drogue au Mexique, ils ont été créés par des anciens des forces État, là, qui étaient les forces spéciales mexicaines, et qu'on trouvait que s'ils mettaient leur savoir-faire au service de la drogue, ça leur rapporterait plus que payé par le gouvernement, quoi. Donc effectivement, on voit que c'est très poreux entre militaires, gangs, voilà, quoi. Alors, on ne va pas faire le tour de tous les pays de la planète parce qu'il y en a beaucoup. Je voudrais juste mentionner rapidement un dernier pays, c'est le Soudan. Voilà, le Soudan. Voilà. Excuse-moi, mais... Non, mais c'est auquel je pensais. Parce que le Soudan, donc, c'est un pays pareil, où il y avait un régime islamiste très 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 dur qui était lié à Al-Qaïda, qui a été renversé par la population. Et l'armée a eu très très peur que la population s'occupe de ses affaires, et donc l'armée a fait une sorte de coup d'État et a pris le pouvoir pour empêcher que la transition soit réellement démocratique. Mais ce qui est intéressant, c'est que la population a continué de se rebeller contre l'armée, et donc il y a eu plusieurs mouvements insurrectionnels de la population contre l'armée. Et en 2023, en avril 2023, une partie de l'armée s'est détachée et est entrée en sécession. Donc aujourd'hui, il y a un conflit au Soudan entre l'armée officielle de l'État et les forces de réaction rapide, qui sont les forces spéciales. Et ces deux factions militaires se battent pour le pouvoir. Et n'ont rien à faire de la population. Les massacres dans enfin, là aussi, l'ONU a parlé de génocide. On n'en parle pas dans aucun média, même les médias militants d'ailleurs. Mais il y a un réel génocide qui est en cours. Il y a 18 millions de personnes déplacées. Il y a 6 millions de personnes qui sont en train de mourir de faim. Il y a 75% des hôpitaux qui ont été détruits dans tout le pays. Enfin, la situation est dramatique. Et les conseils révolutionnaires, qui étaient des conseils de quartier, qui étaient nés de la révolution de 2021... Donc c'est des conseils de quartier qui regroupent tous les gens dans un quartier et qui font face comme il n'y a plus de service public, ben ils s'en occupent. Et ces gens-là ont décidé de ne pas prendre parti, ni pour une faction militaire, ni pour l'autre. Et leur mot d'ordre, c'est les militaires à la caserne, les milices doivent être désarmées. Donc voilà des gens qui n'ont pas fait le choix de prendre les armes, mais qui font le choix, au contraire, de la résistance civile et de la désobéissance civile. Et ça, je pense voilà, c'est des choses qu'on devrait plus mentionner ici, parce que en même temps, ils ont mené un vrai processus révolutionnaire. Oui. Et je trouve que des processus révolutionnaires dans le monde, il n'y en a pas beaucoup en ce moment, et donc ça mériterait que les gens peut-être s'y intéressent un peu plus. Et les femmes, d'ailleurs, étaient en première ligne. En première ligne, hein, dans les manifestations au Soudan, qui étaient énormes, et d'ailleurs, elles ont eu des résultats. Même si après, malheureusement, l'armée est revenue, mais à un moment donné, elles ont quand même réussi à se faire entendre, au moins. Mais ce qui est quand même remarquable, c'est que, alors que les comités révolutionnaires sont, contactés par les deux factions, c'est-à-dire que les militaires leur disent « si vous vous mettez sous notre protection, on vous garantit qu'il ne vous arrivera rien », et pareil pour les forces de réaction rapide. Les comités révolutionnaires ont refusé. Ils ont dit non, nous ne voulons pas rentrer dans le jeu de la guerre. Nous refusons, et les militaires, vous devez disparaître. Voilà. Et ça, je trouve que c'est quand même intéressant. Je ne sais pas ce que sera le futur, mais si jamais la société civile finit par triompher, peut-être qu'on pourrait imaginer un futur sans armée au Soudan. Ce serait pas mal, quoi. Ce serait pas mal, mais ils sont aussi menacés par les Égyptiens qui coupent l'eau. Il y a des problèmes, bien sûr, on a l'eau qui provoque des conflits un peu de partout dans le monde, et c'est vrai qu'au Soudan, en plus, ils sont tributaires d'autres pays tels que l'Égypte, qui sont quand même des pays de dictateurs et tenus par les militaires. Alors ces militaires, ils s'entretiennent entre eux, et les populations civiles sont en général celles qui payent tout dans la guerre. Elles payent tout, mais moi, ce qui me donne un peu d'espoir, parce que c'est vrai qu'on a fait un tableau un peu sombre, ce qui me donne un peu d'espoir, c'est que dans tous ces pays, il y a des formes de résistance. Ah oui. Voilà. Et donc ça, moi, je crois que s'il fallait conclure l'émission là-dessus, c'est sur le fait que même si c'est des petits germes, même si c'est des petites choses, c'est des lueurs d'espoir, parce que il faut bien préparer l'après. Oui. Et c'est ces gens-là qui prépareront l'après. Enfin, j'espère. Donc c'est les jeunes, c'est l'éducation, c'est notre influence. Voilà, c'est l'avenir. Est-ce que nos émissions peuvent servir à quelque chose? Peut-être.
Alors, donc... déjà en parler dans le blackout des médias, parce que personne ne parle de ces conflits et personne ne parle des déserteurs. Donc déjà, le fait qu'on en parle, c'est que l'espoir est encore là, quoi. Bien, alors on arrive effectivement à la fin de notre émission. Je vais donc maintenant remercier bien sûr Pierre et Eugène. J'espère qu'on va se revoir parce que malheureusement on a encore d'autres sujets à aborder. Enfin malheureusement ou heureusement, il y a quand même des choses à dire. Je remercie aussi Frédéric qui s'occupe de façon fidèle de la diffusion de nos émissions. Et puis on va terminer encore par une chanson justement d'une chanteuse israélienne, toujours la même, Yael Dekelbaum, qui parle des mères justement qui sont très inquiètes pour leurs enfants. Merci. מה זה איך לא הגעתי ורגליי עייפות מה זה איך זה יגעתי ופניי אפורות איך כוסו השמיים איך אחו בי המים איך הסרתי תקווה מעל הארץ הזאת איך כוסו השמיים איך הרמתי ידיים עד הוסרה תקווה מעל הארץ הזאת ليه تعبوا رجلي وقلبي وجع وزاد ليه غمضت عينيا وصوتي في صدى جاب شفت السماء صافية وشفت الشمس طالعة أملي كبر في عينيا من أجل الأرض دي شفت السماء صافية وشفت الشمس طالعة أملي كبر في عينيا من أجل الأرض دي شخمة צייה יש להמריה ריה מן הרקיע קיע שמש תופיע פיע עד שנגיע עד שנפתיע תיע ולא נביע אל הארץ הזאת via